Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Théodore, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment vas-tu? Ça va très bien Clémence, et toi? Je suis ravi d'être là. Très bien aussi. Ah bah c'est super. Alors, tu es le fondateur de la jeune agence Poème. Moi j'ai une petite question. Comme tu es dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, pourquoi Poème? Poème, c'est en fin de compte quand j'ai fondé cette agence, je réfléchissais à un nom et je pense que comme beaucoup de personnes qui entreprennent, soit on entreprend en nom propre, soit on entreprend avec un nom un nom de marque exactement. Et je trouvais qu'en hôtellerie on racontait beaucoup d'histoires, qu'il y avait une grosse partie théâtre, qu'on accompagnait nos clients et je trouvais que c'était comme une sorte de poésie et je trouvais que ce mot poème avait tout son sens. Et d'un autre côté, en marketing, poème, c'est une stratégie, donc paid, owned, earned et média, donc tout un peu la stratégie à 360. Voilà, donc c'est un peu ce mix entre la stratégie marketing et puis le côté poésie, le côté un peu tout ce que c'est un peu ce sentiment que j'ai que l'hôtellerie est une sorte de poésie et qu'on raconte une nouvelle histoire chaque jour. Bah, c'est très joli. Merci. J'aime beaucoup ce nom. Est-ce que justement tu commences par nous raconter un petit peu ton parcours et ce par quoi tu es passé avant d'imaginer Poème? Avec grand plaisir. Alors moi j'ai un parcours très opérationnel. Je sors d'un bac général. Je vais remonter un peu en arrière. Ouais. Donc aujourd'hui moi j'ai 31 ans. J'ai commencé l'hôtellerie et la restauration par une mise à niveau. Donc bac général, puis derrière mise à niveau au lycée hôtelier de Blois. Suite à cette mise à niveau, je suis passé du coup sur un BTS, option art culinaire, art de la table et du service. J'ai eu la chance du coup de découvrir ce métier à travers des stages par le groupe Accor, principalement en France, mais aussi à l'étranger, en tout cas dans les pays d'outre-mer, en Polynésie française. Donc là, j'ai découvert un peu tous les métiers qui permettent, tous les métiers qu'on peut exercer en hôtellerie, donc à la fois de la restauration, à la fois de l'hôtellerie, donc des étages, de la réception, du bar. Voilà, c'était vraiment des stages de découverte. Et puis moi, je me suis plutôt mis dans la partie restauration. Donc après mon BTS, j'ai financé mes études grâce à de la restauration, grâce à de l'hôtellerie. J'ai fait de la réception, j'ai fait de la cuisine. Voilà, toujours essayer de garder un peu ce mix entre les deux. Et puis une fois que j'avais financé mes études, je suis reparti en école de commerce pour faire une double licence, donc un bachelor en hospitality management et une licence professionnelle. Derrière, j'ai eu la chance de partir en Asie. J'ai ouvert un restaurant pour le compte d'M Gallery dans l'Himalaya où on était à 3500 mètres d'altitude sur un produit ultra atypique. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais, hyper intéressant. Et puis depuis ces 8 ans, un petit peu, depuis 2015, donc ça c'était en 2015, j'ai toujours eu ce profil un peu bâtisseur où j'ai toujours accompagné des ouvertures, des créations de restaurants, des ouvertures d'hôtels. Voilà, j'ai plutôt un profil à accompagner la construction d'une équipe que plutôt arriver dans une équipe et dans un produit déjà bien abouti. D'accord. Suite à ce retour du Tibet, de province autonome tibétaine dans l'Himalaya, j'ai repris un poste de responsable restauration sur une ouverture d'un 4 étoiles à Orléans, un petit boutique hôtel. Et puis derrière, j'ai pris un poste en cuisine où j'étais à l'origine, je suis rentré du coup en cuisine sur un poste d'ouverture de restaurant, sur un restaurant, un restaurant dans un théâtre où je trouvais qu'il y avait une belle
comment dire, un beau parallèle avec l'hôtellerie où j'ai vu une autre façon aussi, une autre hôtellerie. Enfin voilà, comment dire ça, c'était un restaurant qui permettait de mixer cette hôtellerie et cette restauration, mais dans un restaurant et cette fois pas dans un hôtel. Euh, Et là, c'était où? alors là, c'était à Orléans, c'était ce qui s'appelle le Café du Théâtre. C'est un restaurant qui avait fermé pendant longtemps et qui a été réouvert pour redynamiser un peu, recréer une offre de restauration dans un théâtre. Et je suis rentré chef de partie pâtissier, j'ai fini directeur de D'accord. restaurant. Euh, ouais, aucun rapport, Couteau mais suisse, voilà. toi, hein? Ouais, j'ai toujours eu un profil très polyvalent avec la volonté d'un peu de toucher à tout. Euh, Ouais. et du coup, j'ai fait voilà, à la fois de la cuisine, à la fois de la salle, à la fois de l'hôtellerie. Mon parcours, il est très ping-pong parce que j'ai jamais voulu rester dans une case. Et j'ai fait Mmh. autant, voilà, comme je te disais, de la réception, enfin de la réception, que de l'hôtellerie, pardon, que de la restauration. Donc un profil très varié sur des expériences très diverses, mais toujours avec cette Mmh. volonté d'être dans de la construction et avoir voilà cette volonté de bâtir quelque chose. Donc forcément D'accord. des expériences courtes, parce que dès que le produit était plutôt entre guillemets, enfin était lancé, Lancer, moi je partais sur une pérenniser. nouvelle aventure, une nouvelle expérience en fin de compte. D'accord. Et Donc le tu es à marketing Orléans, est arrivé après ça, quoi. OK. Donc tu es à Orléans, tu travailles dans ce théâtre, restaurant Ouais, et exactement. donc et c'est suite à ça que tu reprends tes études, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, en fin de compte, pendant cette expérience-là, je me dis, ok, donc on est en 2017, OK. ça fait plus d'un an que je suis là-dedans, ça fait plus d'un an que je me dis, bon, la restauration, c'est un métier de passion, tout le monde le sait, et sauf que les horaires, etc., on les connaît, on fait avec. J'adorais vraiment l'endroit où je travaillais, j'avais une chef enfin vraiment incroyable, j'avais beaucoup de chance. Mais voilà, je m'étais dit bon ben vers 28-30 ans, je voudrais être directeur de restaurant. Aujourd'hui, je le suis et en fait, je fais le constat que il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. On est dans l'opérationnel, on a du mal à sortir la tête du guidon et c'est quelque chose sur lequel, enfin, qui est difficile à vivre pour moi. Mmh. Donc, je décide de commencer à chercher autre chose. Et je me dis, mais voilà, moi, construire des concepts, construire des restaurants, en fait, ce qui me manque vraiment, c'est la patte marketing, en fait. J'ai pas de formation marketing identifiée. En tout cas, j'ai fait une Oui. licence, mais pour moi, c'était pas assez. Enfin, Pointu peut-être ouais, sur pas cette assez partie-là? pointu, ça allait pas assez loin. Et Mmh. je me sentais pas légitime aujourd'hui de me dire bon bah je fais du marketing, voilà. En parallèle de ça, je postule sur un poste à Paris La Défense pour 4 hôtels du groupe Accor, 3 hôtels au départ, pardon, et puis je suis pris. Donc voilà, manque de légitimité sur le moment, mais donc je me dis bah je vais prendre je vais refaire un master du coup à la maison. Donc je fais un master en parallèle de ce poste-là. Donc Donc j'ai un peu en 1500 chambres. format, candidat Ouais, libre, c'est-à-dire que tu fais exactement, ça, cours du exactement. soir, quoi? Exactement, j'avais 579 heures à faire dans l'année. OK. Et donc, du coup, bon, bah voilà, je serre un peu les dents. Je rentre sur un poste à Paris La Défense, 1500 chambres en gestion, 3 hôtels. Moi, j'ai jamais fait de market de ma vie, en fait, hein. Donc j'y vais vraiment, voilà, jeter dans le grand bain. Et Et puis, comment tu as réussi à te faire recruter sur un poste comme ça? Ça a vraiment été une rencontre, ouais, ça a matché avec les c'est personnes que ça, tu as exactement. rencontrées? Ouais? OK. Exactement. J'ai eu la chance de rencontrer, du coup, elle était directrice Sales and Market qui s'appelait Bérangère, qui est aujourd'hui sur un autre OK. produit sur Paris. Et en fait, elle m'avait demandé d'apporter un objet qui me représentait. Et très souvent, D'accord. tu sais, dans ces choses-là, en market, ou en tout cas en communication, on amène des appareils photo, on amène bon, quelque chose qui est plutôt attendu. Et moi, je me suis dit, de toute façon, le CV, je l'ai pas, autant que je vienne avec ma personnalité. On va être très clair. Et en fait, je suis venu avec un trombone. Je suis venu avec un trombone et je l'ai posé sur la table. Et en fait, le trombone, pour moi, c'est justement, tu l'as très bien dit, c'est ce côté couteau suisse. Ça permet d'ouvrir le téléphone quand on enlève la carte SIM. Ça permet de réparer un bouton. Ça permet de remonter une fermeture éclair. Enfin voilà, le trombone, il a une grande polyvalence et je trouvais que moi, ma réelle force, c'était que j'étais un passe-partout et que tu pouvais mettre autant sur du 4 que sur du 2 en catégorie d'étoiles, que tu pouvais mettre autant en cuisine qu'en réception. Et j'avais toujours voulu garder cette polyvalence-là parce que, avec comme projet à terme, en tout cas quand j'ai commencé, c'était de pouvoir être directeur général d'un établissement hôtelier. Et Mmh, pour moi, il d'accord. fallait comprendre comment ça se passait pour pouvoir piloter une Ouais. équipe.
En tout Donc cas, c'est comme ça que c'est ça une s'est fait. philosophie que je partage avec toi. Je trouve que Et ben, je pense que c'est une c'est belle difficile philosophie. de diriger un établissement dont on connaît pas les savoir-faire. Donc, Ouais, quoi. Et puis les problématiques quotidiennes de chaque mm, collaborateur, de chaque personne. Ouais. mm. Oui, tout à fait. Ok, donc là, elle te voit débarquer avec ton trombone, Avec mon Bérangère, trombone, exactement. Et et puis, elle est séduite. elle est exactement séduction immédiate. Je crois que ça l'a fait beaucoup rire surtout, et elle m'a fait confiance en fait. Et je crois que dans la Donc, vie, selon toi, elle t'a vraiment recruté à la personnalité et elle s'est dit, elle, le ah oui, elle reste, me l'a il va dit. Oui, apprendre. oui, Ouais, oui, elle te oui. Je l'a suis dit. arrivé avec des chaussures rouges, enfin, voilà, je suis arrivé avec un profil un peu atypique, Un peu en des dehors boucles des codes, ouais, de d'oreilles, l'hôtellerie, voilà, de un la peu en dehors des défense. codes, exactement, exactement. Et en fait, bah voilà, ça a matché. Et puis j'ai commencé à faire mon trou, mais je sentais qu'il me manquait quand même des compétences. Il faut avoir l'humilité de le dire. C'est pas parce qu'on est pris que voilà, on a les compétences. Mm. Donc en parallèle, j'ai décidé de faire une formation avec VisiPlus Academy, qui proposait un master en management de projet digital avec Ok. 569 heures de cours à faire à la maison. Et en fait, j'ai validé du coup mon master pendant cette première année avec 16 ou 17 de moyenne. Ça m'a permis moi de gagner en légitimité, mettre en pratique ce que Mm. j'apprenais, Mhm. et puis porter des projets en fait, porter des projets, Est-ce que tu peux enfin nous expliquer un appliquer mes petit peu projets. le type de projet justement que tu pouvais mener ou les tâches quotidiennes que tu pouvais avoir quand tu étais sur ces hôtels à la Sur ces Défense, hôtels, par alors exemple, j'étais hein, sur, par exemple. bon, j'avais par exemple, pour pas les citer, il y avait le plus grand Mercure d'Europe qui est le Mercure Paris La Défense, il y avait le Novotel Paris La Défense qui est sur le pont de Mhm. Neuilly sur Paris, et il y avait le Mercure Mhm. Grand Arche qui est à Nanterre. C'était trois établissements du groupe D'accord. Accor managés, donc Accor Invest. Mhm. Il y avait une grosse partie, bon, aujourd'hui on le sait, moi j'aime dire que dans un groupe hôtelier comme les groupes Accor, les groupes IAG, les groupes etc., les gros groupes, on est des pilotes de Formule 1 et on est 95%, c'est le siège, et puis nous 5% c'est un peu le pilote qui, enfin c'est l'écurie, et 5% c'est le pilote. Nous c'est un peu ça finalement. Mhm. On a une grande partie qui est gérée par le siège, et derrière on doit travailler avec les outils qu'ils nous donnent, euh, Mhm. les obligations, les guidelines, etc. Et voilà, moi, mon job, c'était d'accompagner les sales, bah déjà à leur fournir des outils de qualité pour essayer de choper des deals. C'est d'accompagner les sales à refondre leurs brochures, à accompagner la Mhm. création Support de d'événements. vente. Ouais, toute la Mhm. partie créa, en fin de compte, support de vente. Il y a aussi une grosse partie PLV pour un hôtel aujourd'hui, pour tout ce qui va être Mhm. événementiel, pour tout ce qui va être panne d'ascenseur, ben, des choses un peu, comment dirais-je, un peu bateau finalement. Mais il y a un Mhm. pilotage au quotidien d'un hôtel qui nécessite énormément de créa. On était sur une Mhm. rénovation totale sur un des Mercures, donc il y a eu un gros plan de rénovation Ah oui. travaux. Donc il y avait Donc une on grosse passe, com à faire. donc il y avait une grosse com à faire, des gros phasages, il y avait des créations de restaurants post-ouverture, il y avait des transformations, Voilà. il y avait énormément de choses, et puis il y avait beaucoup de communication interne aussi, parce que je crois qu'il y a un gros boulot dans l'hôtellerie qu'on oublie un peu sur nos marketeurs, mais c'est, enfin sur les chefs de, ce qu'ils appellent aujourd'hui beaucoup dans l'hôtellerie les community managers. Moi je crois que on n'est pas des community managers parce qu'on fait beaucoup plus. Même si les community managers font énormément de choses, on ne fait pas que communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse Mhm. part de communication interne, et Mhm. qui est pour moi hyper importante, parce que il faut quand même une corrélation entre ce qu'on va communiquer et ce que les équipes vont communiquer elles, par exemple au moment des check-in ou des check-out. Euh, Mhm. et il faut cette corrélation entre les deux discours. Donc moi j'ai essayé vraiment de mettre l'accent sur ça. Et puis voilà, après bah, du quotidien, accompagner les équipes quand elles allaient faire des blitz, quand elles vont essayer de négocier des contrats corpo, le pouvoir des réseaux sociaux, la réponse aux avis, enfin tout ce qui va finalement Ok. rentrer dans Dans la vraiment une approche notoriété, ouais. exactement dans la notoriété quotidienne de l'établissement. Super. Mm. Ça s'arrête quand? Alors ça Ça fait combien de s'arrête en temps? 2000. On est en 2023, ça s'arrête en 2019, parce que derrière, je Ok. prends un poste de chargé de communication groupe, où je rentre sur un petit groupe hôtelier, en tout cas plus petit qu'Accor, qui était un groupe hôtelier parisien avec des hôtels de Nice au Havre. Quand je rentre, ils ont Ok. 15 établissements, donc j'étais responsable marketing et communication à Paris, et je me dis,
voilà, je vais rentrer chargé de communication. Donc je me dis voilà, le titre a peu de sens pour moi. Je préfère rentrer sur un groupe plus conséquent et avoir une version beaucoup plus support, beaucoup plus transverse sur différentes marques. Donc je rentre sur un groupe multi-marque, multi-franchise. Et là, voilà, on a 15 hôtels quand j'arrive. Et quand je repars 3 ans après, donc je repars direct, enfin responsable marketing et communication, chargé de tous les projets F&B avec 25 ou 26 hôtels dans le pipe. Ah oui, Donc ok. beaucoup de création de restaurants, beaucoup d'accompagnement opérationnel des équipes, beaucoup de pédagogie marketing parce que je crois que beaucoup de monde dans l'hôtellerie finalement ne comprend pas ou Non. ne comprend pas ce qu'est le marketing réellement. Non, et on le rend pas lisible aussi. Exactement. Donc, Ouais, je suis enfin, entièrement d'accord avec toi. Donc c'est une un grosse mauvais cercle. vulgarisation de nos métiers. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis à 200% d'accord avec toi là-dessus. Donc voilà, moi mon job ça a été déjà de vulgariser nos métiers, de le rendre très actionnable. Pourquoi est-ce que le marketing est utile pour vos établissements? Et donc j'avais 11 marques différentes, je crois. Donc quand je te dis multi-marque, multi-franchise, c'était vrai. C'est pas un groupe standardisé, donc il y avait beaucoup de marques différentes, euh, Mhm. à la fois du Louvre On peut, Hôtel, à on la peut fois les du citer Accor. si tu veux, Ouais, bien sûr. Il y qui. avait du Best Western, il y avait en termes de franchise, donc il y avait du Best Western, il y avait du IAG, donc il y avait du Holiday Ouais, Inn Express, il y avait du Crown, enfin vraiment voilà. Et c'est un groupe qui s'appelle HPVA Hotel, qui est un groupe hôtelier ok. multimarque, multifranchise, qui est à Paris et qui a des très beaux, enfin voilà, qui a de beaux établissements. Donc je fais ça Super. pendant 3 ans et puis à ce moment-là je me dis bon voilà, je t'en ai pas parlé mais moi j'ai essayé d'entreprendre plusieurs fois pendant ces 10 D'accord. dernières années. En 2014-2015 je lance un site qui permet aux employés en hôtellerie-restauration d'évaluer leurs employeurs sur différents critères, ce qui permettait à un Ouais. employé d'avoir une vision beaucoup plus objective d'une entreprise et à la fois l'employeur lui pouvait répondre aux avis Faire des et poster feedbacks, des ouais, offres c'est bien. d'emploi auxquelles l'employé pouvait justement postuler. C'était un petit peu un business à double entrée, enfin un modèle à double entrée qui permettait d'avoir une vision plus objective d'une entreprise. Les employeurs pouvaient aussi montrer, bah voilà, ici mes employés sont entre guillemets bien traités. On connaît tous les dérives de nos métiers, on va pas les cacher. Et il y a 7 ans, enfin 8 ans maintenant, voilà, donc j'ai lancé ça, je l'ai pitché, ça avait très bien marché, mais au bout de 3 ans, j'ai fermé boutique et je lançais ça en parallèle de mes boulots d'opérationnels Hmm. Ouais. qui prennent du temps. Prenant. Hmm. Exactement. Et puis voilà, donc je me suis dit que c'était le moment non pas de relancer ce projet, mais d'en relancer un autre et de faire vraiment ce que je savais faire, c'est-à-dire de la restauration, parce que mine de rien, j'en ai fait beaucoup. J'ai été en Mhm. cuisine pure et dure, j'ai fini seconde cuisine en salle directeur de restaurant, et du marketing, puisque j'étais dit responsable marketing d'un groupe d'une petite trentaine d'hôtels. Donc je me suis dit, voilà, en fait, au lieu d'accompagner les gens comme beaucoup en marketing et communication, moi je vais les accompagner en marketing et restauration. Et Ok. d'ailleurs, on me demande souvent, mais t'es sûr que c'est pas communication? Non, non, c'est restauration. Parce que je crois qu'il y a un vrai pouvoir de la restauration en hôtellerie, et je suis persuadé que on n'a pas exploité tout le potentiel des restaurants d'hôtel. Et, Mais et d'ailleurs, c'est on sent un peu que la nouvelle vague d'hôteliers ont pris ça en considération et que leur offre de restauration est beaucoup plus travaillée, sexy, et qu'ils ont vraiment des identités de restaurant aussi fortes que la marque de l'hôtel. Ça ouais, devient quelque chose de plus en plus, je dirais, visible sur la nouvelle vague, parce qu'après, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels qui peuvent travailler ça. mm, Mais je pense à des expérimental group qui arrivent, bien qui sont sûr. arrivés par le bar et la mixologie. Je pense aussi à Mâchefer, dont Ouais, complètement. un des fondateurs est aussi très très porté sur le monde du bar, les speakeasy et les craft alcool Mm, spiritueux pour être exact. Enfin voilà, et d'ailleurs ça se voit si je prends l'Inca ou le Normandie Chantier au sein de Mâchefer, il y a des restaurants avec des identités assez fortes. Quand on va sur un des hôtels des grands boulevards de l'Expérimental Group, le restaurant est plein. ouais, Alors que c'est rarissime des hôtels ouais, qui ont des complètement, restaurants pleins. En complètement. plus au déjeuner, c'est C'est tout. carrément. Mais en fait, il y a des hôtels qui ont pris le pas il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a un petit moment déjà, et aujourd'hui, il y a une obligation maintenant pour les hôtels de le faire. Les loyers sont devenus importants. Les hôtels, enfin les restaurants ont été des apporteurs d'affaires pour les hôtels, principalement pour la clientèle corporate pendant longtemps. Aujourd'hui, avec le coût d'énergie, avec le prix des loyers,
En fait, on a Les tellement essoré, remboursements, la dette c'est aussi ça, de la exactement, crise. exactement, la dette de la crise, les PGE, etc. Donc aujourd'hui, il y a une obligation d'essorer davantage. Donc on a essoré l'hébergement. J'aime dire qu'on a essoré l'hébergement pendant longtemps. Aujourd'hui, Oui. l'hébergement ne suffit plus enfin, on peut plus se permettre d'avoir un restaurant qui est juste à l'équilibre. Aujourd'hui, un restaurant doit gagner de l'argent. Mhm. Et donc pour ça, outre le fait qu'à un moment il va falloir éduquer aussi les Français qui sont pas dans cette mentalité d'aller dans les restaurants, il faut montrer notre produit. Pour montrer notre produit, il faut être pignon sur rue, c'est quand même vachement plus facile. Et il y a une stratégie où il faut arrêter de vouloir faire de la restauration d'hôtel. Il faut juste se mettre en tête qu'on fait juste de la restauration, qu'on propose Tout des court. cartes qui soient. Ouais, non mais en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'on a que l'hôtellerie s'est mis dans un prisme bien à elle en se disant on a de toute façon on ne fera pas de couvert le midi, de toute façon on n'aura que de la clientèle hébergée, donc on leur propose une offre de restauration qui lui plaît avec une salade César, un club sandwich, un burger. Et cette mentalité-là, elle a du mal à passer. Moi aujourd'hui, j'accompagne pas mal de restos, enfin pas mal d'hôtels Hôtel. et d'hôtels, ouais. Et dans ces hôtels-là, très souvent, la première chose qu'on fait avant de communiquer, avant de construire une offre, avant de mettre en place un plan marketing, c'est on revoit le concept, on revoit le produit, parce que très souvent, il est très compliqué. Et en fait, on vient simplifier l'offre pour qu'elle soit comprise et qu'elle soit. Et voilà, ce que j'aime dire, en tout cas, moi, c'est que je suis là pour générer des flux humains dans les hôtels, et ça passe par le restaurant. Eh ben c'est très clair, je trouve. C'est bien dit et c'est très clair. Alors du coup, on revient un tout petit peu en arrière Ouais. avant de détailler tout ça. Donc l'agence Poème, tu dis marketing et restauration. Donc il y a Exactement. deux activités principales, c'est ça? Exactement. Splitté en une agence et un studio. D'accord. Donc le studio s'occupe de quoi? Alors le studio, j'aime appeler ça un atelier, c'est-à-dire que on va venir essayer de trouver des leviers, on va faire un gros audit de ton restaurant, dans ton hôtel, on va essayer de comprendre pourquoi soit il fonctionne et à ce moment-là il n'y a pas de sujet, soit il fonctionne pas et à ce moment-là il y a un vrai sujet et comment est-ce qu'on peut faire pour que ton restaurant devienne durable et performant. Donc on va venir faire un gros audit et on va venir modéliser un concept. Soit sur une ouverture, bah alors à ce moment-là, on va créer un concept de zéro et ouais, donc on repart from scratch. Soit sur ton hôtel, il a un restaurant qui fonctionne pas et là, on va essayer de le repositionner et identifier pourquoi est-ce que ton restaurant ne fonctionne pas. Et donc, le studio, il est là vraiment pour créer une offre de restauration durable et performante et principalement le midi, parce qu'aujourd'hui, on sait tous très bien qu'un hôtel qui a un restaurant le soir, il est plutôt rempli, et il fait son nombre de couverts et son taux de fréquentation est plutôt élevé. Par contre, un restaurant d'hôtel, très souvent le midi, c'est très calme. Donc moi, mon job, et c'est le principal KPI, enfin indicateur de performance, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, ton nombre de couverts le midi, il est de 10, 15 couverts max. Ok, bon, on va faire en sorte que dans 1, 2, 3 mois, tu aies 20, 30, 40, 50 couverts et que tu crées ta notoriété au fur et à mesure. Ok, donc le studio se concentre sur la stratégie autour de la restauration au sein d'un hôtel. Exactement. C'est vraiment un marché de niche, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne fais que de la restauration d'hôtel. Je pense qu'on est vraiment sur un autre prisme et une autre vision, une autre approche, un autre pilotage qu'un restaurant que je qualifierais de rue dans une rue passante, Oui. etc. qu'à pignon sur rue, Un restaurant parce que ouais. qui ne fait que ça. Exactement, qui est dans un établissement hôtelier. De devoir fonctionner avec un hôtel. C'est encore une autre logique. C'est une autre logique, c'est un autre pilotage en termes de chiffres, en termes de masse salariale, en termes de communication, en termes de commercialisation, en termes d'offres. Je crois que c'est vraiment différent. Même s'il faut justement gestion de la clientèle de passage, la clientèle hébergée. Enfin, il y a tout un exactement. On va dire des variables différentes à prendre en compte sur la restauration d'hôtel. Ouais, puis pas les mêmes profils. Ça, c'est le studio, exactement. C'est le studio de création. La deuxième activité. Et la deuxième activité, donc c'est une agence marketing et communication, mais on commence par faire du marketing parce que très souvent on communique avant d'avoir marketé une offre. Donc j'aime appeler ça une agence marketing. C'est une agence à destination des hôteliers qui souhaitent être accompagnés de façon temporaire. Donc ça peut être 1, 2, 3, 6 mois, 12, 24, 48 mois sans engagement avec un forfait mensuel ou de façon thématique et qui accompagne les hôteliers en fonction support à 360 degrés avec un seul interlocuteur qui est moi. Je n'externalise absolument rien
et je les accompagne autant sur la partie créa, sur la partie campagne emailing, sur la partie création de cartes, sur la partie refonte de leur brochure, sur la partie automatisation d'une séquence email au moment d'un check-in sur un indépendant. Je les accompagne vraiment sur tout ce qui va être un plan d'action. En fait, compte, on va rédiger un plan d'action marketing et on va travailler sur le déploiement de ce plan d'action tout au long de la période donnée. Donc ça peut être, j'accompagne des clients maintenant depuis 6, 8, 10 mois, comme j'en ai accompagné de façon temporaire pendant 2, 3 mois. Voilà, en tout cas, c'est une offre qui donne beaucoup de flexibilité, c'est une offre qui est choisie par 90% de mes clients parce que c'est une offre qui est sans engagement et je crois qu'il faut arrêter de penser que le marketing est une approche court-termiste. Le marketing est une approche long-termiste. Où les résultats ne sont pas immédiats. En tout cas, je ne crois pas à ça. Et je suis pas un vendeur de rêve. Moi, j'essaie d'apporter aussi un peu de pédagogie dans le marketing en disant que faire du marketing, ce n'est pas voler les gens. On peut construire des offres qui soient saines. Je suis contre ce marketing où on va barrer les prix. Je suis pour un marketing transparent. Donc voilà, il y a une grosse partie éducation. Une grosse partie accompagnement des équipes parce que j'ai beaucoup de clients où j'ai des profils en interne qui sont soit des alternants, soit des chefs de projet communication, soit des community managers et qui ont finalement pas une approche transverse à 360, qui ont une approche spécifique, soit du community management, soit plutôt créa Canva. Et voilà, je vais essayer de les emmener sur autre chose et j'aspire en tout cas à avoir beaucoup de pédagogie et à pas les cadenasser, c'est-à-dire que à partir du moment où ils sont autonomes, moi je lâche le bateau avec une fonction je reste présent, mais moi mon job c'est que si en 3, 4, 6 mois ils sont autonomes, c'est-à-dire que j'ai gagné et voilà. Top. On va détailler tout ça alors. Avec plaisir. C'est parti. Avec plaisir. Alors, la question à 1 000 €. Oui, dis-moi. Je me recentre d'abord sur le studio. Comment est-ce qu'on crée un lieu de vie avec un concept durable et performant dans un hôtel? Comment on crée un lieu de vie? C'est quoi les piliers? C'est-à-dire que toi, t'arrives, un hôtel t'appelle, te dit on veut créer un restaurant, on veut faire une refonte de notre restaurant. J'imagine que dans ta tête, t'as un peu une checklist. Et tu dis, OK, il va falloir que je vois ça, ça, ça et ça. Et ensuite, comment tu déroules une fois que tu as ces infos, une fois que tu as récupéré de l'info? Écoute, il y a 2 modèles, mais le premier modèle, comme je te disais, c'est from scratch, donc tu arrives sur une ouverture et donc tu travailles avec les archis, etc. Donc ça c'est un peu différent, mais si c'était OK, on va se concentrer sur ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire moi mon restaurant il fonctionne pas, ou en tout cas il génère pas assez de cash. Et donc il génère pas assez de flux humains et donc il génère pas assez de flux financiers. Moi aujourd'hui, quand j'arrive dans un restaurant où voilà j'ai été sollicité pour répondre à une problématique, la première chose que je fais, c'est que je regarde la signalétique parce que très souvent un restaurant d'hôtel il est caché. On va être très clair. À partir du moment, la présence digitale ne suffit pas aujourd'hui à générer des flux. Google My Business c'est très bien, etc. Mais il faut une présence que je vais dire digitale, où en gros physiquement je suis visible, digitalement je suis visible, et les deux visibilités se complètent. Ça c'est la première chose. Voilà. Ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose c'est on va déjeuner et on va essayer de comprendre quelle est la logique, quelle est l'histoire que le chef raconte dans sa carte. Donc très souvent on se rend compte qu'il y a peu de cohérence, on se rend compte qu'il y a peu d'identité en fait, et qu'on a voulu plaire à tout le monde. Moi, j'ai vu énormément d'hôteliers qui m'ont dit oui, mais on a mis ça en place et finalement on a un client. Et je leur dis toujours, mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Si vous écoutez un client sur 100 et que vous changez à chaque fois, vous perdez les 99 autres. Et ça, c'est quelque chose, ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui est très courant en fait. Oui, alors moi je l'ai vécu ça. Je confirme, venant aussi beaucoup de la restauration comme toi, le nombre de fois où j'ai eu cette discussion, moi du coup avec la partie commerciale ou sur les groupes etc. On peut avoir moult clients qui nous disent mais oui mais dans votre forfait vous avez pas ci, vous avez pas ça et donc moi j'ai beaucoup de nos auditeurs peut-être qui nous écoutent aujourd'hui qui me disent oui mais nous on fait que du sur-mesure parce que chaque client a une demande spécifique. Non, on fait un forfait,
On en fait, j'en sais rien, de 3 à 5 forfaits, Mhm. selon les formats qui sont les plus demandés, etc. Et si après le client veut rajouter un apéritif ou un cadeau à la fin du repas avec une petite boîte à chocolat emporté qui sont peut-être faits sur place, etc., c'est une option. C'est Et ça. si le Mais client vous dit, bah, mhm. dans votre menu, j'en sais rien, vous devriez mettre, vous devriez enlever la volaille parce que c'est trop classique. C'est pas à un client de vous expliquer Bah, toute exactement. votre stratégie. Donc, Mais ouais, non, mais je vécu suis, de la ouais. même chose. Ouais, mais c'est quelque Euh, chose qui est très 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 courant. ouais, Et finalement, c'est une des premières problématiques. Donc il y a celle-là, tu vois, qui est quand même, mais d'accord. qui part d'un bon sentiment finalement, qui est de se dire, ok, on Ah bah ultra oui, oui, personnalise en fonction de notre c'est ça. persona, Mais bon, mais en fait, le super. persona, il On est pas devient un peu trop identifié. fouillé. C'est ça, C'est ça. exactement. Donc ensuite, le deuxième point, c'est de dire, ok, quelle est la zone de chalandise. Donc moi, je me balade à 11 heures, je vais 11 heures, 11h30, je commence à sortir. Et ce que font pas les restaurateurs, moi, je vois jamais un directeur de salle dans la rue à 11h30, midi, pour voir où vont les gens. L'humain a une Super faculté quand conseil. même. Mm, L'humain, enfin, à un moment donné, pour voir où vont les gens, il faut aller à la sortie de leur boulot et voir où ils mangent. mm, C'est la meilleure façon. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est je vais dans la rue, je vais sur ma zone de chalandise, je vais sur ma zone primaire et j'essaie de comprendre. Ok, donc les gens, est-ce qu'ils regardent mon enseigne? Non. En même temps, il n'y a pas d'enseigne. Ou alors, elle est pas lumineuse. Ou alors, il y a un arbre qui la cache. Donc voilà, l'enseigne, la signalétique est hyper importante. Les comportements humains. Donc où vont les gens? Pourquoi? À un moment donné, s'ils vont tous à la saladerie à côté, c'est dire que le pouvoir d'achat est pas fou. Et c'est le mm. cas de beaucoup de, aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de monde. Euh, un hôtel, pendant très longtemps, on mettait un café à 4 euros parce qu'on voulait éviter que le mec vienne boire que des gens qui ne soient pas, comment dire ça politiquement correct. Des clients Euh, tu as compris, adaptés voilà, exactement. Mais au ça veut dire standing de quoi? la marque. C'est ça, exact. Mais quelle tristesse en fait. À un moment donné, enfin, les gens, cette barrière de l'hôtel, elle existe déjà. Les gens ne vont pas rentrer dans un hôtel avec une canne à pêche pour boire ou pour je ne sais pas quoi, avec des bottes très sales en rentrant de la chasse dans un hôtel 5 étoiles. Les gens sont intelligents. Donc ils vont enlever leurs chaussures, ils vont venir, voilà. Donc en fait, il faut arrêter de penser que le prix est une barrière psychologique, parce que le prix est une barrière psychologique pour tout le monde en fait. Et quand on fait un café à 4,50 €, 5 euros, juste parce que c'est un hôtel et qu'on veut pas que quelqu'un prenne une table juste pour boire un café, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vu partout. Et je me suis battu moi pour que le café il soit à 2 euros. Faut arrêter le café, on marge de façon suffisamment raisonnable sur un café à 2 euros. Et ça Mm. permet de faire vivre un lieu. Donc il y a ça, donc il y a voilà les flux, il y a le prix, le Est-ce que positionnement prix. juste avant que tu continues, est-ce que tu Ouais, recommanderais aux équipes d'un hôtel d'aller manger dans les restaurants partout, qui fonctionnent bien à côté de chez eux partout. Même pour vivre moi les clients que l'expérience juste, j'accompagne, ouais, à tous les tu les clients que sors. j'accompagne, je les sors et je leur fais déjà un carnet d'expérience. En fait, j'appelle ça un carnet de collection, enfin un carnet d'expérience où je leur donne 5 lieux à D'accord. les visiter. Je leur dis voilà, vous avez 5 lieux. Alors il y a des lieux vous allez y aller pour la vaisselle, il y a des lieux vous allez y aller pour l'ambiance, il y a des lieux vous allez y aller pour le service, mais sortez de votre établissement en fait. Euh, Après, je comprends que ce soit compliqué, C'est l'hôtellerie, la difficile, bien restauration sûr. vit C'est en flux difficile, mais tendu peut-être en permanence, mais c'est une on peut peut-être nécessité. se créer des objectifs et puis pas toujours envoyer les mêmes personnes, faire des roulements, Exactement, exactement. Et je crois qu'il y a une s'organiser, je pense. obligation, il y a une obligation de pas sortir que le codir. C'est très souvent le cas dans l'hôtellerie. Mm. Mm. Mais il faut aussi voilà permettre à tous les collaborateurs, et je dis bien tous, de sortir de l'hôtel pour voir ce qui se passe ailleurs. Mm. Moi, enfin, je me souviens d'un client qui sortait que ses chefs de service. C'est très bien, ok, il y a pas de sujet, c'est déjà très bien de le faire. Mais en fait, le chef de service, donc on va parler du directeur de restaurant, il est là un service sur deux souvent, parce que et il n'y a pas ce entre guillemets la fibre de la salle, il l'a lui. En tout cas, j'ose espérer qu'il l'a, parce que c'est lui qui doit la partager. Par contre, on a un métier où on a peu de formation, on le sait, en recrutement, euh, surtout dans l'hôtellerie où on n'est pas sur des produits qui sont très où on a du mal à attirer des vrais restaurateurs de métier. Je dis pas partout, Mm. mais plus difficilement que sur des gros restaurants qui génèrent beaucoup plus de Oui. cash, qui génèrent plus de Oui, puis tips, où qu'on ça une bouge beaucoup identité plus, justement, qui ont une restaurant identité plus très forte. sexy, Exactement. marque On a employeur du plus mal. sexy.
on n'a pas cette traction sur les restaurants d'hôtel. C'est très rare que tu vois des profils très qualifiés. Et je jette pas la pierre, loin de là. Je dis que les profils de chefs de rang, de commis de salle, c'est souvent des gens qui ne sont pas formés. C'est une réalité. Donc c'est à nous de les former. Et pour moi, on a un vrai pouvoir de formation là-dedans. Donc voilà. Donc les sortir. Exactement. Le troisième point, ce serait, ou quatrième point, ce serait le troisième point, ce serait de la pédagogie. Et quand je parle de pédagogie, un peu comme les réceptionnistes, que les réceptionnistes arrêtent d'être des réceptionnistes en hôtel, mais des réservationnistes. Et à l'inverse, qu'en salle, on soit pas que des serveurs, mais qu'on soit des vendeurs. Et pour vendre un produit, il faut le montrer. Donc, en fin de compte, là, j'ai un restaurant sur Bordeaux qui fonctionne bien et qui est un très beau restaurant avec un très bon chef. Aujourd'hui, on a fait en sorte de montrer le produit. On a des pâtisseries qui sont dingues. Et ben, on a mis nos pâtisseries en avant et aujourd'hui, on a augmenté tout. Aujourd'hui, on faisait que des entrées plats. Maintenant, on fait entrée plat ou plat dessert. Voilà. En fin de compte, on reprend les bases de montrer le produit, d'accompagner les équipes, de comprendre ce que veulent nos clients et de construire une carte avec une histoire surtout. Ne pas avoir 10 entrées, 10 plats, 10 desserts. Est-ce que tu penses pas aussi qu'on a trop dévalué les métiers de la salle? Je pense qu'on a forcément le directeur de restaurant, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, etc. ont moins osé prendre des initiatives, proposer des idées, parce qu'en gros ils ont été un peu mis, comment je pourrais dire, on leur a un peu fait comprendre que le talent venait de la cuisine et que eux n'avaient rien à apporter et que leur rôle c'était de faire le lien entre la cuisine et la table. Oui, je pense que c'est la télé-réalité qui a fait ça. C'est la télé-réalité qui a fait ça, qui a fait énormément, enfin, télé-réalité, Masterchef, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, tous ces trucs-là. Je crois qu'en effet, ça a valorisé les métiers de la cuisine. Ce qui est bien. Ce qui est très bien, mais c'est pas le problème. Ce qui est très bien, mais ce qui a aussi permis, enfin, on va pas développer ici, mais c'est ce qui a aussi fait qu'aujourd'hui il y a énormément de restaurants qui ont fermé parce que les gens se sont dit, tiens, je sais cuisiner, je vais ouvrir un restaurant. Mais pour revenir au métier de serveur, moi, je suis un cuisinier. Ma grand-mère a été cuisinier, enfin, ma grand-mère était lyonnaise, j'ai grandi dans sa cuisine. Je suis plutôt côté cuisine que salle. Mais quand j'ai été directeur de restaurant, quand même aussi, donc j'ai fait de la salle, mais moins que la cuisine quand même. Okay. Et la salle, je vais être vulgaire, mais bordel, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est un métier qui est très dur, j'aime dire qu'on rentre à chaque fois dans une nouvelle bulle. Chaque table est une nouvelle bulle où il faut s'intégrer, il faut comprendre, il faut s'adapter. Et ça, tous les jours, tout le temps. S'il y a 50 tables, c'est 50 bulles dans laquelle il faut rentrer. Moi, j'ai et si en plus c'est ingrat et qu'on n'est pas reconnu pour son savoir-faire. C'est ça. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, c'est compliqué. Alors que une salle à qui on laisse aussi exprimer son talent de service, bien sûr. peut mettre le feu à un restaurant. C'est-à-dire que oui, mais il faut recruter des personnalités, quoi. C'est quand même la base d'un restaurant, mais le show qui se passe en salle, c'est l'équipe de salle. Les cuisiniers vont pas sortir. Et puis généralement, ils aiment pas trop. C'est 50-50. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Non, mais c'est 50-50. De toute façon, c'est la guéguerre entre la cuisine et la salle dans tous les restaurants du monde, je pense. Mais ça, c'est l'ego de chacun. Et dans la restauration et l'hôtellerie, il y a beaucoup d'ego. Tu penses pas que sur notre génération, on va dire à partir des 35, peut-être moins quand même. 30-35 ans, ça a un peu baissé, ou j'ai l'impression que on a récupéré certains apprentissages, on a tous vécu des stages un peu rock'n'roll où on s'est dit oulala, bah si un jour c'est moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Enfin, si je suis aux manettes, je ferais un peu différemment. Et parce que il y a un problème de recrutement qui est clairement là, et qu'il faut aussi calmer les égos de tout le monde en disant bon, maintenant on va essayer de travailler peut-être ensemble parce que on a c'est ça. Ouais, non, mais je pense qu'en effet, ça, c'est des choses qui évoluent. Il y a de plus en plus de cuisine bienveillante, de plus en plus de restaurants bienveillants. Il y a aussi les gens qui étaient pas du tout de la restauration, qui ont monté des gros restaurants et qui ont apporté une vision beaucoup plus business à la restauration et qui a fait beaucoup de bien. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas encore dans l'hôtellerie. Hôtellerie, on est encore sur des profils très... On a du mal, voilà, à avoir ce pouvoir de traction et à venir chercher des profils en restauration très qualifiés. Je parle sur des étudiants de lycée hôtelier, etc., où ils vont beaucoup plus dans des hôtels, enfin dans des restaurants, dans des belles maisons, etc.
je travaillais pour un Ok. hôtel à Paris quand j'étais en market, et moi ce que je disais, c'est qu'à un moment, c'était un hôtel indépendant au nord de Paris, et je lui disais, ce pouvoir de traction, on ne l'aura pas tant qu'on n'a pas une table, par exemple des compagnons du Tour de France, où on peut avoir des profils très qualifiés. Et je pense qu'il faut trouver ce levier de se dire, voilà, pour faire venir des gens qualifiés, quelles sont mes opportunités? Rentrer chez les compagnons, typiquement, ça nous permet de participer au Tour de France et d'avoir toujours des étudiants qualifiés et avoir de la main d'œuvre qualifiée. Et je crois qu'il y a un gros rôle RH dans les hôtels qui est pris en main. En tout cas, moi, chez certains de mes clients, c'est le cas, en se disant, on va voir les écoles, on va communiquer sur notre produit, on va communiquer sur nos avantages, on va doubler nos avantages aussi, et on va essayer d'augmenter ce pouvoir de traction. Et ça, je pense que c'est un gros point aussi. En tout cas, moi, c'est un point sur lequel j'essaye de sensibiliser mes clients pour justement, parce qu'aujourd'hui, c'est les acteurs du restaurant qui font qu'un restaurant est vivant. Euh, Tout Sinon, à c'est fait. très compliqué quand même. Miser Sur les personnalités, je crois ouais, qu'on a besoin de c'est personnalités, ça. surtout dans l'hôtel. Sur vos talents humains qui vous entourent Exactement. Le et qui capital humain. parfois attendent un petit signal de votre part pour oser, parce que Ouais, ouais, on est toujours complètement. dans un secteur Très où tout traditionnel. est On peut dire ce très qu'on veut, très codifié et oui, standardisé. et on peut pas. En tout cas, en lycée hôtelier, en plus, on nous élève pas à prendre des risques. Donc Non, voilà, complètement. vous avez peut-être des pépites autour de vous et vous les voyez pas parfois parce qu'on est voilà, comme on disait, la tête dans le guidon, on est Hmm. dans nos codes, nos habitudes, et il y en a peut-être voilà qui attendent patiemment que vous leur fassiez un petit Exactement. coucou en disant bon allez, qu'est-ce que toi t'as à dire, qu'est-ce que t'as à proposer, t'es dans le restaurant tous les jours, si t'as envie, nous on va t'écouter. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'on va refermer un peu la parenthèse Hmm. talent, il y a une marque employeur dont moi j'entends beaucoup parler dans la restauration, que vous pouvez peut-être aller observer, qui vous donnera des idées, c'est les bistrots pas parisiens, qui je sais a son petit succès auprès des personnes, des talents de la restauration assez qualifiés. C'est une marque qui me revient souvent aux oreilles. Donc Ouais. voilà, pour info, Ouais, il y a des beaux groupes ils de ont néo-restaurateurs qui se lancent avec cette culture d'entreprise très forte. Ouais, ils ont tout compris. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher de ce côté-là. Je suis assez d'accord avec toi. ouais, il y a des inspirations, voilà. Bien Si ça sûr. vous intéresse. Donc on en était à notre qu'est-ce qu'on regarde avant Ouais, de pouvoir shaker c'est un ça, restaurant d'hôtel. exactement. Et t'allais me dire donc on était au troisième point, et le quatrième point, non ça c'était le troisième point c'était la pédagogie, le quatrième point t'allais me parler de prix, non? Ah oui, Ouais, je te parlais du positionnement prix où je te disais qu'il faut arrêter de mettre des cafés à 4,50 pour éviter ouais, bon ça de on en avait filtrer la parlé. clientèle. Et le cinquième Ouais. point, et je pense que ce sera, en tout cas, c'est d'avoir une approche marketing à 360 degrés, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire une ambiance olfactive, c'est-à-dire de la musique, le pouvoir de la musique qui est hyper important. Les En fait, lumières. ouais, mais tout ce qui va être sound design, light design, enfin tout ce qui va en fait faire du lieu un lieu dans lequel on a envie de rester. Il faut arrêter de se mentir. Les gens dépensent de l'argent dans des lieux dans lesquels ils se sentent bien. Et si on se sent pas bien chez toi, on ne dépensera pas d'oseille. Donc, faisons en sorte de créer des lieux durables, performants, dans lesquels on veut se sentir bien. Et se sentir bien, c'est pas avoir une belle vue. Se sentir bien, c'est que les toilettes sentent bon, quand on est quand on a une table de 2 à 3 mètres du truc. Se sentir bien, c'est avoir des assises qui soient très confortables. Se sentir bien, c'est avoir une luminosité qui soit pas trop agressive. C'est d'identifier typiquement. Moi, je trouve qu'il y a rien de pire dans un restaurant que de ne pas savoir qui bosse là. Et c'est le cas dans beaucoup de restaurants. Alors l'uniforme a un pouvoir marketing hyper important et on pourra en discuter, mais qui est souvent négligé à mon sens. Mais voilà, essayer d'avoir une vision très transverse, de prendre son local et se dire, ok, qu'est-ce qui, moi, quand je m'assois dedans, est-ce que mes chaises sont confortables? Est-ce que la lumière est pas trop agressive? Est-ce que la musique, les enceintes elles grésillent? Est-ce qu'il y a de la lumière du jour qui rentre? Voilà. Beaucoup de gens se basent sur une force et je crois que les forces sont beaucoup plus Multiples. ouais, multiples. Et puis donc voilà, point 5. Et puis si je parlais d'un dernier point, ce serait des boosters d'expérience. Ce serait de se dire est-ce que à chaque étape du cycle de vie de mon client,
Donc voilà, mon client il va sur Google Maps parce qu'aujourd'hui 90% des réservations passent par Google, en tout cas sur une réservation de restaurant. Est-ce que de là jusqu'au moment où il va partir, aux 9 étapes un peu clés, on va pas tous les détailler, mais tu sais dans ton cycle de vie, t'as 9 étapes au moment de la pré-réservation, au moment où il va appeler, au moment où il va venir, il va rentrer, il va commander, il va partir, et toutes ces étapes là, c'est essayer d'instaurer un booster d'expérience. Un booster d'expérience, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que j'ai un geste de bienvenue dans mon restaurant? Est-ce que typiquement, quand un client arrive, il est capable de dire, ah oui, c'est vrai, ici, j'ai mon oshibori aux huiles essentielles de Kalamata. Est-ce que au moment de payer, non, mais tu vois, en fait, des choses qui vont venir un peu renforcer le côté inattendu et pas juste se dire, bon, ok, j'en ai eu pour 30 balles, ouais, c'était bon, voilà. C'est quelque chose qui va venir adoucir la note, qui va venir adoucir le moment et qui va rendre l'expérience, qui va fermer le restaurant et qui va ouvrir une expérience en fait et mettre plus d'inattendu. Il y avait eu un super article là-dessus que j'avais lu il y a quelques années sur le café Ouais. qui est posé juste sur la table, le café qui est posé avec un chocolat, le café qui est posé avec un chocolat et la personne qui s'occupe de la table qui va faire une blague, etc. Et l'impact sur le pourboire, la fidélisation, enfin tout le. Bah c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. C'est ça, ouais. Puis c'est l'économie de l'expérience. Et tu vois cet exemple du café, tu peux le prendre aussi avec Starbucks. Alors moi Starbucks, je suis pas client, mais par contre ils ont réussi à te vendre un café à 7 balles. Alors que tu vends le même alors qu'à la base ça part d'un grain de café qui te coûte un expresso, c'est 1,20 € sur une table d'un café dans la rue. Et en fait l'économie de l'expérience, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe d'un café à 1,20 € jusqu'à le vendre 7 €. Et ben en fait on t'appelle par un prénom qui est pas le tien, on te met dans un endroit qui sent bon, on te donne une odeur torréfiée. Enfin en fait ils ont créé une expérience boutique et je crois que c'est ça qui manque beaucoup au restaurant. D'hôtel, c'est cette expérience boutique. Donc recruter des profils qui ont travaillé dans des boutiques, dans des restaurants de rue. Et je crois qu'il faut revoir un petit peu. Je crois que je crois que ça change. En tout cas, il faut apporter des visions d'industrie différentes à la nôtre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Ouais. Tu disais que donc avec le studio tu étais spécialisé sur la restauration, mais parfois tu utilises le mot lieu de vie. Parce que pour moi un restaurant doit être un lieu de vie, être un lieu de vie, et doit être une destination de première nécessité, et doit être un acteur de quartier. Et est-ce que tu penses que ton savoir-faire peut s'appliquer aussi à des espaces de réunion que parfois certains hôtels ont aussi beaucoup de mal à vendre, de plus en plus l'explosion des lieux événementiels un peu nouvelle génération qui ne font que ça, qui ont bien travaillé pareil leur offre, leur expérience, leur design. Est-ce que c'est des terrains de jeu sur lesquels tu devrais aller? Pas forcément. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont semblables sur tu parlais d'expérience boutique. Personnellement, je trouve que ça marche très bien sur une salle de réunion. Complètement. Parce qu'aujourd'hui, on veut dans la salle de réunion, un petit alcôve un peu sympa où je vais pouvoir facilement me faire un bon café, avoir des snacks sympas à grignoter, avoir un certain accueil. Je veux que ça soit agréable et beau, pareil, que ça soit confortable. Je veux un petit booster d'expérience aussi on va tous repartir avec les biscuits de la maison, Ouais, non, mais je suis à 200% d'accord avec toi et c'est une partie de mon métier parce que, alors, pour rien te cacher, avant de en fait, quand il y a 6 mois, j'ai pivoté, parce que, en fait, je crois que quand on entreprend, il faut aussi faire ce qu'on aime et sur le terrain, et aller sur le terrain de jeu sur lequel on est le plus à l'aise. Quand j'ai lancé Poème, la mission du studio de création, c'était pas de créer des lieux de restauration durables et performants, c'était de rentabiliser les espaces inoccupés des hôtels. Je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande sur la restauration, que c'était ce qui, moi, me faisait kiffer. Et je me suis dit, bon, à un moment, il faut pas tout réinventer, il faut aller là où on est, en tout cas, le plus compétent. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais j'ai des clients que j'ai accompagnés.
sur une restructuration d'une offre B2B sur des gros parcs, un gros client qui est en Europe, où je l'accompagne sur toute son offre B2B. Donc, c'est-à-dire quel booster d'expérience on va mettre, comment on va aménager son centre de convention, comment on va aménager ses salles, quelle histoire on va raconter, comment on va faire pour que la gestion des flux soit la plus saine possible, parce que quand on accueille plus de 1000 personnes sur des séminaires, la gestion des flux était quelque chose de très costaud et qui est là et qui peut à la fois pourrir un événement comme en faire quelque chose de superbe. Donc je suis à 200% d'accord avec toi sur le fait que ça ne se résume pas qu'à la restauration. C'est duplicable sur toute la partie MICE, c'est duplicable sur un lobby. Et ce que je pense avant tout, c'est que un hôtel doit être, comme je te disais, un acteur de quartier, doit faire rentrer ses voisins dans son quartier. Et pour ça, il doit devenir une destination de première nécessité. Et quand je dis destination de première nécessité, c'est qu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un lobby avec le nombre de mètres carrés qu'on a, où on est un peu emprisonné entre capacité d'accueil pour les groupes, check-out, mais en fait, le truc, il vit entre 8 et 10 et 16 et 18. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de créer typiquement, je sais pas, une boulangerie dans le lobby, de mettre un fleuriste dans le lobby, mais en fait que les voisins viennent voir notre quartier, viennent voir notre quartier, viennent voir notre, en fait créer une mini ville dans un hôtel, mettre un marché dans des zones très urbaines, mettre des maraîchers dans les lobbies, c'est une façon de générer cette traction. Et faut pas oublier que ces flux humains deviendront des flux financiers demain. Bien sûr. Et je crois que l'hôtellerie a besoin d'ouvrir les portes, vraiment d'ouvrir les portes mais je crois que c'est une éducation qu'on doit avoir. Tous les gens qui travaillent dans l'hôtellerie doivent éduquer aussi leur entourage. Et c'est ce que j'essaye de faire. Allez passer la porte de vos hôtels, allez voir ce qui s'y passe, parce que chaque restaurant de votre hôtel a quelque chose à raconter, chaque hôtelier a une histoire à raconter. Et je crois que comme tout, à un moment donné, quand on a une vision, il faut la partager. Et moi, je crois qu'on peut vivre la vie d'hôtel le temps d'une pause déjeuner. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je me disais, quand on retravaille ces restaurants, est-ce que tu penses pas ou est-ce que t'as pas observé que ça a un impact aussi énorme sur l'activité groupe et événement d'un établissement? Parce que pour moi, c'est 80% c'est 80%. Mais d'ailleurs, tu vois, quand on a retravaillé l'offre d'un dernier restaurant à Paris, on a retravaillé toute l'offre séminaire en parallèle, parce qu'il te faut justement cette corrélation entre ton offre, donc tes pauses, ton déjeuner séminaire et ton offre midi, parce que tu peux plus communiquer. Tu peux aider un établissement aussi sur complètement. De toute façon, quand on construit une offre F&B, on construit l'offre à 360. Donc on revoit l'offre petit déjeuner, on revoit l'offre parce qu'il faut cette homogène, il faut une offre homogène en tout cas je crois. Et du coup offre MICE, donc tout ce qui va être pause, tout ce qui va être café d'accueil, tout ce qui va être déjeuner 3 plats, déjeuner buffet, etc. Mais il faut communiquer votre offre F&B, en tout cas ceux qui nous écoutent, je crois qu'il faut communiquer votre offre séminaire à travers votre restaurant. Parce qu'à un moment donné, il faut faire de la martothérapie, et pour qu'un nom rentre, pour qu'une identité rentre, il faut il faut l'appuyer en fait, il faut en parler, et il faut arrêter de vendre notre offre de restauration par notre nom d'hôtel, parce que je crois qu'on perd beaucoup de pouvoir de séduction. Oui, pareil pour le vivre à travers les clients sur Booking Check, dont j'observe, donc je vois des plaquettes très régulièrement avec des offres de journées d'études, etc. Résidentielles ou pas, peu importe. Mais c'est vrai que quand le catalogue, on va dire le catalogue d'une certaine façon est présenté au client avec la marque de l'hôtel, la marque des restaurants et parfois même la marque du spa ou de certaines activités où ils font des collabs avec des très jolies marques. Donc il y a une association de marques aussi sur des ateliers qui peut être très positive pour la notoriété de l'hôtel de façon générale. C'est vrai que ça a de la gueule. Et on a cette expérience, je trouve que c'était bien amené ce que tu disais sur la boutique. Parce que tout d'un coup, on se retrouve dans une belle boutique avec des belles marques qui donnent envie. Et on se dit, oh là là, on va faire plein de trucs sympas, ça va être super, et on est au même endroit. Qu'on n'a pas fait sur la logistique. Tout est là. Ok, donc
on mise sur la restauration pour de multiples raisons stratégiques. Exactement. Et je crois qu'un hôtel, enfin aujourd'hui, pour revenir un peu sur la partie événementielle, je crois qu'un hôtel est un très bon outil pour permettre aux clients de montrer leur personnalité. Tu vois, on a des capacités d'accueil importantes, on a un sens du service important, on a des espaces qui sont quand même relativement modulables. Je crois vraiment que l'hôtellerie a ce pouvoir de faire de rendre un événement, enfin, de rendre une réunion, en tout cas, de le transformer en un événement fédérateur. Et je crois que c'est notre rôle en tant qu'hôtelier aussi, à un moment de ne pas vendre que du café avec des croissants au café d'accueil, de ne pas vendre un pause matin avec des produits de 4e ou 5e gamme. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et les codes de consommation aussi. Donc j'encourage beaucoup les hôteliers à faire évoluer leur offre de restauration, en tout cas. Voilà. Oui, je pense que en tout cas, ça vaut, je pense, largement le coup de capitaliser sur la restauration pour avoir un produit très attractif sur le segment groupe MICE événement. Ouais, complètement. Alors, on a parlé un peu de quand tu rentres sur un projet, un petit peu tout ce que tu vas regarder et tout ce que tu vas aller capter comme information. Mais ensuite, tu as aussi une vraie méthode de dérouler. Donc, il y a cette première partie que toi tu nommes rencontre investigation. Oui. Donc, c'est un peu tout ce dont on vient de parler. Voilà. Mais ensuite, tu vas ensuite aller sur la partie concept, ça va être le moment de réfléchir, c'est ça ? Exactement. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. J'imagine que tu vas brainstormer avec les équipes. Ouais, c'est ça. Alors du coup, si tu veux, donc sur la partie, donc là on est sur la partie brainstorming. En fait, bon, en termes de méthodologie, si tu veux, c'est toujours très compliqué parce que chaque produit est très différent. Mais ce que je n'aime pas faire, c'est ces agences. Enfin, j'ai travaillé avec des agences qui faisaient ça et c'est leur choix. Mais moi, j'ai plutôt cette volonté de co-construire l'offre parce que je crois que c'est beaucoup plus puissant et que je crois qu'à un moment, la personne qui est en interne et qui bosse tous les jours dans le restaurant a une vision beaucoup plus objective que la mienne. Moi, je suis là pour lui rapporter de la méthodologie. Donc, j'aime beaucoup les ateliers identitaires qui vont, si on part d'un concept from scratch, de créer un nom de restaurant. Donc, il y a des ateliers qui permettent ce qu'on appelle le design thinking. Tu pardonneras mon anglais de grande qualité, mais qui est là pour faire justement de l'intelligence collaborative et qui permet à tout le monde de s'exprimer. Et je crois que c'est hyper important ces différents ateliers parce qu'il y a différentes façons de s'exprimer. Mais il y en a pas tous la même capacité à l'oral qu'à l'écrit. On n'a pas tous la même capacité créative. Et ce que j'aime faire, c'est un peu donner des rôles à chacun qui les sort complètement de leur rôle au quotidien. Typiquement, on va faire un jeu des chapeaux. Je donne un exemple ça va être le jeu des chapeaux. Et ce que j'aime, c'est le donner au directeur d'hôtel. Donc, son but à lui, il va avoir le chapeau négatif. Et donc, il doit pourrir tout le projet. Et en fait, ça permet quand même d'aller sur des points de vue sur lesquels on n'aurait pas osé aller. Et du coup, de construire un projet, un concept qui a un angle de vue très large. Et je crois que c'est ce qu'on se permet pas toujours. Et qu'embarque tout le monde, en fait. Exactement. Donc, on identifie des collaborateurs de la tête direction jusqu'aux employés niveau 1, échelon 1. Mais tout le monde a le même droit de parole, ou le même, pas droit, mais le même degré ou quantité de parole, j'ai envie de dire. Et tout le monde a la liberté de donner ses idées parce que dans la création du concept, pour quelque chose d'inattendu, il faut des idées qui soient souvent, en tout cas, ça vient souvent d'idées qui paraissent un peu hallucinantes ou ahurissantes au départ. Ok. Donc voilà, beaucoup d'intelligence collaborative. Oui. Et une fois que ce concept prend vie, c'est toi qui vas lui donner une illustration tangible. Ouais, c'est toi qui va moi, plutôt prendre le lead sur la partie direction artistique. Ouais, alors c'est ça. Si tu veux, dans la création de concept, ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va venir travailler sur. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est très bien le benchmark, mais en fait, le benchmark, ça s'appuie sur ce que font déjà les autres.
donc ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, quand je crée un concept, je me base beaucoup sur ce qui se passe d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, et sur les tendances. Tu vois, je me base beaucoup sur des tendances, et un peu en entonnoir. Donc d'abord au niveau français, ensuite au niveau CHR, ensuite au niveau spécifique à un concept, par exemple, et ensuite on va descendre comme ça. Et en se basant sur des tendances, on a une vision qui est beaucoup plus, je trouve, pas atypique, mais qui se base pas sur un benchmark classique de ce qui se fait ailleurs, ou alors ce qui se fait ailleurs, mais dans d'autres industries. Et du coup, on va venir brainstormer comme ça, on va venir se baser sur ça, et puis ensuite on va se baser du coup sur, on va identifier, comme tu le disais très bien, une direction artistique. Mais encore une fois, souvent on part de la tendance sociétale. Moi, je dessine un executive summary, donc je résume un peu le concept. Je dessine un manifeste, et puis derrière, je le présente, et on va essayer de trouver un nom qui répond à ce manifeste-là. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le nom, on va définir une identité artistique, enfin une direction artistique, encore une fois qui est très transverse au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'odeur, au niveau de la charte graphique. Ouais, c'est vraiment une direction artistique totale. Moi, je crois beaucoup aux vêtements d'image. Je crois beaucoup au pouvoir de l'uniforme dans nos métiers. Alors oui, tu t'en parlais, tu l'as vraiment nommé rapidement. C'est-à-dire, toi, tu es pro uniforme. Tu penses qu'un uniforme. Alors, j'ai deux approches. J'ai une approche. J'étais anti-uniforme jusqu'au lycée hôtelier, mais je crois que l'uniforme a une grande faculté. Alors déjà dans le perso, même si c'est pas le sujet, je crois qu'il permet à tout le monde de se mélanger et qu'on a tous besoin de se mélanger et que l'apparence physique est quand même un élément très bloquant souvent. Et je crois que cet uniforme enlève cette barrière-là. Donc ça, c'est plutôt pour le point de vue personnel. Pour le point de vue professionnel, je trouve que l'uniforme permet d'identifier les personnes dans un métier. Par contre, ce que je souhaite, c'est que les uniformes soient faits pour que les gens se sentent bien dedans. Moderniser ces uniformes. Plus que moderniser et surtout les confortabiliser. Aujourd'hui, on a tous des morphologies. C'est ça. Non, mais oui, on a tous des morphologies complètement différentes, tu vois. Et puis surtout en tant que femme, je pense qu'on vit des uniformes qui sont très doivent pas être faciles. Je pourrais pas tu le sauras bien mieux que moi ça, mais non, mais c'est un vrai sujet, tu vois. Et on a beaucoup de gens qui sont dans des uniformes qui se sentent pas bien dedans. Et en fait, on considère pas leur morphologie, on considère pas je pense que pour que quelqu'un se révèle, il faut lui mettre une cape. Et si ta cape c'est un truc que t'aimes pas, tu vois, on est tous un peu comme un super-héros, il enfile son masque, il devient une autre personne. Et à un moment donné, quand tu rentres dans ton métier, c'est une sorte de sas où une fois que tu enfiles ta tenue, il faut que tu te sentes bien dedans. Et je crois que c'est tu parlais du monde du théâtre, complètement. On va mettre notre costume et c'est parti mon kiki. Alors oui, il y a notre personnalité toujours là, mais on est c'est notre personnalité au service d'un rôle public, puisqu'on va être face à de la clientèle généralement. Mais il faut qu'on se sente bien dedans, quoi. C'est hyper important. Je crois que Donc il faut faire des tests, il faut les faire designer. Côté expérience client, tu penses que ça marque je crois que c'est important. Marque visuellement aussi l'atmosphère du restaurant. Je crois qu'il permet encore une fois d'identifier à qui on peut parler, quels sont nos interlocuteurs. Il permet aussi de faire transpirer le concept, de renforcer notre promesse de marque. Et il permet surtout, à un moment donné, aux personnalités qui portent ces uniformes de s'exprimer. Je pense à leur nom. Arrêtons avec les badges. Il y a des façons beaucoup plus sympas de mettre le nom des collaborateurs. Je crois que chaque collaborateur doit montrer sa personnalité au travers de son uniforme et qu'il faut permettre à chaque uniforme d'être pimpé par le collaborateur. Mais il faut vraiment que ce soit un outil marketing et en tout cas, moi, je crois que c'est un outil marketing qui est beaucoup trop sous-estimé. Et typiquement, moi, je travaille avec une fille qui est en école de mode et on essaie justement de travailler ces uniformes pour qu'ils deviennent des vrais, qui permettent de passer des messages et qui permettent de renforcer la promesse de marque et le branding. Cool, très intéressant. On pourra en reparler peut-être. Je note ça. Ouais, avec plaisir. Donc, on arrive un petit peu au moment où on est prêt à ouvrir.
Ouais. Tout est calé. Exactement. Et là, comment ça se passe à partir de là? et ben là, du coup, je fais intervenir l'agence, du coup. Donc l'agence est au service du studio, mais aussi complètement dissociée, si tu veux, indépendante, ouais. Et donc cette agence, elle est là. J'aime dire qu'elle est là. C'est une agence facilitatrice du quotidien, qui est là soit du coup pour venir nourrir la stratégie de concept du studio et donc développer une stratégie marketing, une stratégie de communication pour commercialiser l'établissement, partager le message du repositionnement ou mettre en place un plan d'action pour une ouverture, encore une fois en fonction des différentes, enfin si c'est une ouverture ou un repositionnement. Et là on va mettre en place un gros plan d'action marketing qui va venir qui doit être au service de cette ouverture et qui doit permettre de faire passer le message. Parce que créer un beau produit, mais si personne ne le sait, ça n'a pas de sens. Donc, on va travailler un plan d'action marketing à 360 degrés avec toute une partie créa, toute une partie site web, toute une partie distribution, toute une partie visibilité, notoriété. On va mettre en place des plans de fidélisation. On va aller dans la rue, on va montrer le produit, on va mettre en place on va essayer vraiment d'identifier toute une stratégie qui va permettre à l'établissement de se développer et d'attirer, de générer des flux humains du coup et financiers. Est-ce que pour toi, il y a des outils digitaux sur la restauration qui sont indispensables pour permettre justement cette stratégie? Parce que je me dis, il faut, si on prend des réservations sur un bout de papier, on peut pas travailler sa base de données client. Si tu parlais de plan de fidélisation, pareil, c'est pas forcément évident à mettre en place avec. Il faut des CRM quoi. Des petites fiches cartonnées. Ouais. Non, mais il y a beaucoup d'outils. Quand tu prends, est-ce que tu as des chouchous? Est-ce que tu en as que tu aimes? Je pense aux restaurateurs qui nous écoutent, peut-être que ils sont curieux de savoir ce que toi tu apprécies. Il y a des outils qui sont bien. Je parle vraiment purement restauration, fidélisation. Je pense à Pongo, je pense à Malou qui permettent aussi à un moment d'optimiser ta visibilité. Moi, je crois aussi que sans rentrer dans des outils, il y a des choses qui sont très bien. Aujourd'hui, typiquement, moi, je trouve que alors on dit que l'emailing ne fonctionne plus, mais en fait, un email, c'est beaucoup. Moi, je trouve que, en tout cas, encore une fois, c'est toujours pareil. Le marketing, c'est très personnel. Et moi, recevoir des textos de promotion sur mon téléphone, je trouve ça très intrusif. Je trouve que le mail est moins intrusif, et je trouve que le pouvoir du mail. C'est pareil, c'est très personnel. C'est ça. Donc comme ça, on fait des. Donc je crois qu'il faut encore une fois adapter les outils en fonction de la cible. Je crois qu'une clientèle très corporate le midi dans une zone de chalandise business va privilégier le mail et il va falloir utiliser. Mais il y a des outils qui encore une fois, je trouve que l'emailing est un très bon outil pour attirer de nouveaux clients et je crois que il est très important de se baser sur ses clients existants pour conquérir de nouveaux clients, donc avec des plans de fidélité et encourager nos clients à devenir des ambassadeurs de nos marques. Ça, je crois que c'est hyper important. Du coup, l'outil de gestion de réservation pour toi est un indispensable pour avoir une base de données clients, non? Bien sûr, un outil de réservation. Là, pareil, j'imagine que ZenChef, c'est. Ouais, alors ZenChef, oui, alors j'ai pas de reco majeur parce que encore une fois, j'ai des établissements qui étaient très staffés, qui voulaient pas bosser avec ZenChef parce que les réservations elles tombaient par mail et derrière c'était compliqué de gérer, d'associer entre ce qui tombait à la réception, etc. Donc tu vois, moi ce que j'ai vu en tout cas de mon expérience, c'est qu'il y a des organisations qui sont tellement différentes partout qu'il n'y a pas de bon outil idéal. Par contre, c'est sûr que des outils, il n'y a pas un outil idéal, voilà, il y a un outil selon, on va dire qu'il y a chaque établissement a son outil. Exactement. Et moi, je crois que chaque établissement a sa solution. Par contre, chaque établissement doit trouver une solution. On peut peut-être juste redire, parce que je trouve que c'est un point important, d'aller vers des outils c'est hyper important. Indépendants. Ouais. Au niveau de la base de données clients. C'est-à-dire que ça va être des outils qui ne vont pas utiliser votre base de données clients, où la base de données clients vous appartient. Complètement. Il y a encore des outils sur le marché de la restauration où votre base de données clients ne vous appartient pas. Ouais, faites bien attention à ça. Ouais. Il faut que vous soyez propriétaire de votre data. Parce que la data aujourd'hui, c'est de l'or. Encore faut-il l'exploiter. Mais c'est pour ça, aussi, prenez des gens qui vous permettent d'exploiter votre data.
de votre entreprise. Hein. Si un jour vous vendez votre hôtel, votre base de données clients, elle est valorisée. Hein. Oui, non, mais complètement. Je vous conseille de pouvoir la récupérer. Ouais, et puis c'est hyper important à un moment donné de se servir. Mais encore une fois, on se sert tellement peu de la data dans l'hôtellerie. Mais je crois que vraiment qu'il y a un gros boulot où il faut essayer de créer une communauté avec ses clients, autant sur l'hôtellerie l'hébergement que sur la restauration. Mais il faut se servir d'outils digitaux pour se simplifier la vie, pour automatiser des tâches, pour permettre de la réservation. Et je vais aussi dire, et pas que, c'est-à-dire que oui, en utilisant un outil comme ZenChef, qui d'ailleurs est un outil indépendant, voilà, ça fait partie de ceux vers lesquels vous pouvez aller les yeux fermés. Bien sûr. Mais c'est ce type-là que vous devez chercher. Va vous permettre d'avoir une base de données client. Cette base de données client, elle est très facilement exploitable parce que vous pouvez la télécharger ou connecter ZenChef à vos outils d'emailing, etc. Et elle vous appartient. Donc, vous ferez bien ce que vous voulez de votre data et vous pourrez l'utiliser facilement. Ça, c'est un point. Mais moi, j'ai des souvenirs aussi de directeurs de restaurants avec lesquels j'ai travaillé, qui sont toujours directeurs de restaurants, voire propriétaires de restaurants aujourd'hui, et qui sont de grands, comment je pourrais dire, de grands hôtes dans toute sa splendeur et qui reconnaissent dès la deuxième visite le client qui savent ils sont physionomistes. Ah oui, c'est vraiment et ils se souviennent de qui sont, quels sont les points qui vont les faire kiffer pendant leur moment au restaurant, qu'est-ce qui les fait rire, les fait pas rire, et qui tout de suite dès l'accueil, moi j'ai vu ces grands directeurs là qui étaient généralement à l'accueil, ils étaient pas en train de servir, etc. Ils sont devant front du restaurant et ils accueillent et ils mettent l'ambiance et ils mettent les clients dans un contexte directement. Ouais, non, mais ils les mettent à l'aise, en fait. Ils les mettent à l'aise et c'est une vraie force, mais c'est pour ça que la personnalité. Après, les équipes prennent le relais et sont formées aussi pour mettre cette ambiance, mais donc. Mais il a brisé la glace. L'outil digital ne fera pas tout. Sur la fidélisation, etc., vos emailing, enfin tout ça pour dire que j'imagine que tu es d'accord avec moi, Théodore. Ah oui, il faut que ce soit aussi. Que le digital va tout solutionner. Pas du tout, loin de là. Vous êtes une personnalité unique et c'est ça, et vos équipes aussi, et c'est ça pour moi le point d'orgue. Et autour de vous, il y a des supports digitaux qui vont vous aider à automatiser des tâches qui sont fastidieuses et qui ont peu de valeur ajoutée. Donc, et qui, voilà, les outils doivent être. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut simplement que les outils soient au service de l'humain. Mais il faut un moment aussi avancer et se rendre compte que le monde se digitalise énormément et que dans le parcours client, dans l'acquisition de nouveaux clients, le digital rassure. C'est ça. On veut pouvoir réserver facilement, on veut pouvoir voir le menu rapidement, on veut pouvoir payer aussi rapidement sans attendre à 12 et partager une note à 12 à une caisse au moment du départ. Donc ça dure une demi-heure. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est toutes ces choses-là. Donc oui, à un moment donné, ça vient un petit peu court-circuiter des étapes du cycle de vie de ton client. Par contre, pour certains clients, ça va les faciliter. Pour d'autres, ça va les énerver. On le sait. Bon, il faut réussir encore une fois à prendre en compte la majorité et à pas s'arrêter pour un ou deux clients. Mais il y aura toujours des clients qui seront pas contents. Enfin, c'est quand même. Ouais, complètement. Oui, bien sûr. On aime bien un peu râler quand on est de mauvaise humeur. Ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est normal. Voilà, il faut prendre en considération un peu tout ça. Et tu vois, je voulais faire un parallèle avec l'hôtellerie rapidement. Je trouve typiquement, tu vois, en ce moment on est très zéro plastique, ce que je trouve très bien, mais je me demande qu'est-ce qui sert et qu'est-ce qui dessert le client. Avant on avait des petites bouteilles d'eau dans les chambres, aujourd'hui ces bouteilles d'eau plus de plastique on les enlève. C'est pour qui? C'est pour le client ou c'est pour l'hôtelier qu'on fait ça? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment, qui sont souvent, parce que les bouteilles d'eau on pourrait mettre des bouteilles d'eau en verre, etc. Maintenant on met des fontaines dans les lobbies, dans les étages. Et c'est quelque chose qui me questionne. Je dis, j'ai pas la réponse, mais je me demande, est-ce que on le fait pour le client ou est-ce qu'on le fait pour nous, pour réduire nos coûts, tu vois. Et je crois que dans les restaurants, il faut toujours se dire, être client centré, quoi. Se dire, est-ce que ce que je fais,
C'est pour mon client ou est-ce que c'est moi? Et il faut être sûr. Tu vois, est-ce que ça me facilite la vie à moi ou à mon client? Si c'est pas clair, alors il y a de la Pour moi, il y a une zone de danger et ça clignote. Ça marche. Faut pas créer d'irritants, quoi. On a su, Ne clignotez pas, s'il vous plaît. Exactement. Chers auditeurs. On éteint les gyrophares et il faut faire, voilà, c'est le point de vigilance que je mettrai. Ouais. Et ben merci en tout cas, Théodore, pour toutes ces informations, toutes ces idées, tout ce savoir-faire. Si on veut te contacter, tu es très actif sur LinkedIn et tu as plein de super contenus. Donc, si vous êtes restaurateur, je vous invite vivement. D'ailleurs, vous soyez restaurateur d'hôtel ou pas, parce que tu as des contenus qui sont assez transversaux. Ouais, j'essaye de voilà, plutôt partager une vision que des réussites ou des clients. Ou voilà, je crois qu'on a besoin de vision dans notre métier. Tu es très dans le tips, dans les tendances, J'essaye etc. des choses actionnables. Des éléments actionnables, des actions. Allez-y, voilà. C'est validé par la team Booking Check. C'est trop cool. Merci beaucoup. Vous pouvez aller suivre plutôt sur ton profil parce que moi je te suis sur ton profil, mais sur l'agence Poème tu postes aussi. Ouais, principalement. Non, je communique en nom propre, donc je communique avec mon profil. Théodore Bouchot. Théodore Bouchot. Ouais, Théodore Bouchot. Théodore Bouchot, pardon. Exactement. Je t'ai raccourci ton prénom. Pas de souci. J'imagine que ça doit arriver. Très souvent. Qu'on t'appelle Théo, d'ailleurs. Et merci pour tout ça. Et puis, merci à toi de ton accueil. À Poème. Merci, c'était super de pouvoir discuter. Merci beaucoup, Clémence. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Salut.